Pluie de missiles sur Israël. Au moins une soixantaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. On redoute une escalade de la violence ce soir. La Grande-Bretagne réaffirme son statut d'allié d'Israël. Le Premier ministre britannique David Cameron a fait un discours très remarqué il y a quelques heures à la Knesset à l'occasion de sa visite dans le pays. Et puis J-4, avant le référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie, en plein bras de fer Est-Ouest, le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk est reçu ce soir à la Maison-Blanche. Retour sur le plateau du Grand Direct, procédure musclée cette semaine à la Knesset, faute d'une coalition assez solide. Le gouvernement fait passer en bloc trois projets de loi, trois lois qui pourraient bien remodeler la société israélienne car elles concernent des sujets très sensibles, à savoir le processus de paix, la place des ultra-orthodoxes dans la société israélienne et le fonctionnement de ces institutions. L'opposition dénonce le passage en force de ces lois et a boycotté les débats. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Laurent Siguet du Parti travailliste et Michel Benami du Likoud. Bonsoir messieurs. Michel Benami, qu'on resitue un peu le contexte. En liant ces trois-là, on a créé une sorte de marchandage entre les députés israéliens, une sorte de si tu ne votes pas pour mon projet, je ne voterai pas pour le tien. Est-ce que ça n'a pas cassé le jeu démocratique? Le jeu démocratique a toujours été de tel, mais j'ai à reprocher aujourd'hui à la gauche ou à l'opposition aujourd'hui en Israël, qui quand on vient à faire des lois démocratiques qui sont faites pour arranger ce qui a été en erreur pendant 60 ans et plus en Israël, que les religieux ne fassent pas l'armée, ou qu'on ne décide de, si on rend des territoires ou pas qu'à la Knesset, on veut le décider dans le peuple entier, et quand on vient corriger et démocratiquement, la gauche ou l'opposition va nous appeler musclés ou contre la loi ou des lois faciles à passer ou rapides à passer. Au contraire, on essaye de faire le mieux, on essaye de rattraper ce qui n'a pas été fait ici, plus de 60 ans déjà. Pourquoi les avoir fait passer en bloc, ces trois lois? Comme ça, on gagne du temps d'abord. En plus, si déjà la coalition a plus de 60 voix dans le gouvernement et qu'on peut faire passer des lois, qu'on peut avancer, pourquoi perdre du temps? Comme aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, pourquoi perdre du temps? L'armée doit décider, doit travailler au jour le jour, n'a pas besoin du gouvernement pour se gérer au jour le jour. Si on envoie des missiles sur Israël, l'armée doit riposter tout de suite. Que le chef d'état-major soit en Israël ou pas, l'armée doit fonctionner. C'est seulement une question de temps, Laurent Siguet, ou bien c'est une tentative de museler l'opposition? Ça dépend, il y a plusieurs aspects dans cette loi. Il y a trois choses différentes. Il y a l'augmentation du seuil d'éligibilité de 2 à 3,25%, ce que moi personnellement je trouve qui est une très bonne chose. Une bonne chose. Deuxièmement, il y a la limitation. C'est une bonne chose, mais pourtant vous boycottez les débats dans l'opposition. Non, le problème n'était pas un problème de fond, c'était un problème de forme. Le gouvernement a essayé, la coalition, la majorité de la coalition n'a pas vraiment voulu, lorsqu'on fait des lois qui sont quand même des changements profonds dans la société israélienne, que ce soit dans n'importe quel pays dans le monde, on essaie quand même que la majorité aussi fasse un certain travail avec la minorité, avec l'opposition. Ici, ça n'a pas été fait. Nous assistons à une poutinisation de la vie politique israélienne. Je crois que monsieur Lieberman essaie de prendre exemple sur ce qui se passe en Crimée et essaie de faire taire l'opposition. Je rappelle tout de même à notre représentant du Likoud qu'il y avait un jeune député en 59 qui disait que, je voudrais quand même le citer, qui disait que on voit partout dans le monde que sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Ce jeune député, c'était Menachem Begin. Menachem Begin comprenait très très bien l'importance d'avoir une majorité forte, mais une minorité respectée. Ici, je crois vraiment que nous allons vers une poutinisation de la vie politique qui est due à l'augmentation de la force de l'extrême droite au sein de la coalition, et c'est une très mauvaise chose. Poutinisation de la vie politique, quelle réaction? Ça me dérange énormément de ce rapport quand on compare Israël à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est dommage que vous faites ce genre de comparaison, parce qu'au contraire... Certaines personnes dans la coalition sont intéressées à avoir un régime qu'ils pensent qu'un régime fort, c'est un régime sans opposition. Il n'y a pas de régime fort sans opposition. Mais c'est vous qui avez décidé de boycotter ces débats. Parce que nous n'avons pas... Pourquoi? Parce que nous n'avons pas... participer à ce débat législatif. Il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait en faisant associer l'opposition, et c'est bien dommage. Quel travail de fond? Qu'est-ce que vous attendez? Au niveau parlementaire, tout était vraiment
avant, c'était un bazar oriental, c'était la Beit HaYehudi avec Yesh Atid. Moi, je garde les Yeshivot Esder, tu votes pour les Haredim, tu votes contre les Haredim. Si tu votes pas avec les Yeshivot Esder, ce sera contre les... je ne voterai pas pour les Haredim. Enfin, c'est le marchandage le plus bas. Et si le Parti travailliste faisait partie du gouvernement, il aurait aussi mis du sien, laissez-nous les kibbutz et les terrains de kibbutz. Avec les kibbutz, il faut quand même, on est en 2014, il faut quand même avancer. Hein, nous sommes plus dans les années 50. Quoi. Les kibbutz, c'est pas aujourd'hui la majorité de la population israélienne. Je pense qu'il faut faire un peu plus que le débat soit entre nous, les Israéliens, et ne pas comparer Israël parce qu'aujourd'hui le gouvernement est de droite à ce qui se passe en Ukraine mais il y a des procédés. Lorsqu'on veut arriver à un pouvoir, vous avez cité Menachem Begin et ensuite ce que dit Menachem Begin. On veut un gouvernement avec une opposition qui soit à la Knesset. Pas du tout. Entre le Likoud d'aujourd'hui et Menachem Begin, il n'y a rien de commun. Menachem Begin était à la fois un libéral il était à la fois libéral et national et démocrate. Aujourd'hui, les forces antidémocratiques au sein du Likoud sont plus puissantes que les forces libérales. Il n'y a plus aujourd'hui de libéraux au sein du Likoud. On a viré Rivlin, on a viré Meridor, on a viré toute la tendance qui était la tendance la plus libérale du Likoud, elle n'existe plus. En tout cas, la réalité aujourd'hui, Michel Ben-Ami, c'est que si le gouvernement a fait passer en bloc ces lois, c'est parce que sa coalition est fragile. On peut quand même se demander qu'est-ce que ça va être quand il va falloir aborder des sujets encore plus sérieux, comme le processus de paix et l'accord cadre entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce qu'elle va tenir cette coalition? Voilà les choses importantes. L'accord de paix ou l'accord cadre avec les Palestiniens, c'est ça ce qui devrait nous intéresser. Et si on arrive à avoir un accord, je pense que le Parti travailliste est avec nous et que le peuple aussi, on parle de entre 67 et 80% du peuple qui veut cet accord. C'est pour cela qu'il ne faut pas que la Knesset mette le pied à cet accord. On a passé aujourd'hui la loi qui est que la Knesset n'est pas celle qui va décider, comme c'est passé avec Ariel Sharon, c'est la Knesset qui a décidé si on sort du Gush Katif ou pas. C'est aussi la Knesset qui a décidé, qui a permis à Menachem Begin de signer les accords de Camp David. Je vois pas où était le problème. Est-ce que la Knesset n'est pas dans son rôle? Est-ce que c'est pas le rôle? Nous sommes une démocratie représentative. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un système de type présidentiel. Et la Knesset et le peuple pour justement mais le peuple a élu la Knesset. Nous sommes une démocratie représentative. Alors replaçons le débat pour nos téléspectateurs. Il y a une loi sur le référendum qui va être adoptée, une loi qui prévoit de s'en remettre au peuple en cas pour approuver des concessions territoriales. Pourquoi est-ce que vous vous y opposez? Mais parce que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, comme l'a dit mon ami Ben-Ami, si vraiment demain il y avait un accord, et Yitzhak Herzog l'a encore répété aujourd'hui, pour arriver à un processus de paix, s'il y avait demain un accord avec les Palestiniens, la gauche soutiendrait le gouvernement, quel qu'il soit, pour amener un accord. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de faire un référendum. De toute façon, ce qui est paradoxal, c'est qu'en tant qu'homme de droite, vous allez permettre donc à la minorité arabe qui représente 20% de la population israélienne de voter sur un référendum. Mais est-ce qu'elle n'a pas son mot à dire aussi, évidemment, cette minorité évidemment arabe. qu'elle a son mot, mais je vois déjà, je peux déjà m'imaginer quels seraient les arguments qui vont être avancés à partir du moment où, imaginez-vous une situation dans laquelle une minorité juive voterait pour le processus de paix, une minorité juive, et grâce à l'apport des 20% de la population arabe qui voterait pour, ça passerait. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que le gouvernement veut un non à ce référendum? Que dirait la droite? C'est qu'en fait, ce n'est pas légitime parce que nous n'avons pas reçu la majorité au sein de la population juive. Donc c'est problématique au départ. Ils ne vont jamais nous laisser. Ce qui est le mieux. Ce que nous dit Laurent Siguet, c'est que finalement le gouvernement israélien utilise ce référendum comme prétexte pour se dérober. Qu'est-ce que vous répondez? Au contraire, vous voyez vous-même que la droite, en fait, est beaucoup plus démocratique que la gauche, puisque la droite, elle vient et dit, en plus de la Knesset, on veut le référendum. Dans le référendum, il y a 20% d'arabes. Et alors, c'est des citoyens mais moi, je ne suis pas pays. contre, mais je connais exactement les gens de votre parti. Je peux vous citer les noms. Si jamais le scénario que j'ai développé devait exister, je vous dis tout de suite que vous allez au-devant de grands problèmes. Ça peut même amener à la guerre civile. Ils diront le processus a été accepté par une minorité juive grâce à une minorité arabe. Donc, il y a un manque de courage politique des dirigeants israéliens. On n'a pas besoin de demander, lorsqu'on est une démocratie représentative, nous n'avons pas besoin de consulter le peuple, sauf si nous sommes suisses, mais nous ne sommes pas suisses, nous sommes israéliens. Donc on ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais fait pour les nazis à l'époque, on a fait des procès à l'époque, on n'a pas fait pour les accords de Camp David, on ne l'a pas fait pour Gush Katif, on ne doit pas le faire. Et pourquoi ça vous dérange si on est plus démocratique que démocratique?
Mais parce que ce n'est pas nécessaire. Nous avons un système. Nous ne sommes pas un système présidentiel et nous ne sommes pas un système cantonal. Vous ne craignez pas que ça risque de bloquer les négociations en cas d'un non-référendum? Tous ces efforts, ces mois de négociations, et s'il y a un non à la fin? Au contraire, on est un pays qui n'a pas encore de constitution. À chaque fois qu'il faut faire passer une loi qui est importante, la faute à qui? On peut en parler aussi. La faute à qui alors? La faute qui a bloqué pendant les années de coalition Likoud plus Haredim, qui a bloqué la depuis 77, pas avant, la Constitution pouvait se faire en Israël depuis 1948 jusqu'à 1977. Ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir, M. Ben-Ami. Ça fait 40 ans que vous avez eu assez de temps. Sur les 40 dernières années, depuis 77 jusqu'à aujourd'hui, vous avez été 80% du temps au pouvoir. S'il n'y a pas de Constitution, ce n'est pas pour les quelques années que la gauche travailliste a fonctionné. Chaque fois qu'on fait quelque chose, ça ne vous plaît pas. S'il n'y a pas de Constitution, c'est parce que votre parti ne l'a pas voulu à cause de ses alliés ultra-orthodoxes. Il faut mettre les choses clairement sur la table. C'est faux, justement. On est la première fois qu'un gouvernement ou un parti qui vient et qui dit on ne veut plus de status quo. On veut que les religieux fassent armée. Ce n'est pas votre parti, monsieur Ben-Ami, soyez honnête avec vous-même. Si Yair Lapid n'avait pas eu 19 mandats et que le Likoud en avait eu 32, vous seriez occupé à gouverner avec Chasse et avec les ultra-orthodoxes. Non. Alors vous nous parlez de tous ces calculs politiques. Vous-même, vous n'êtes pas épargné par ces calculs politiques. On a parlé d'une alliance vraiment pas naturelle avec les ultra-orthodoxes. Est-ce qu'elle est sérieuse pour faire face à Benjamin Netanyahu? Non, elle n'est pas sérieuse. D'abord, moi je vais être tout à fait honnête, je suis tout à fait en porte-à-faux sur cette position avec mon parti. Je ne suis absolument pas d'accord. Donc vous ne voulez pas d'une alliance avec les ultra-orthodoxes pour faire face à Benjamin Netanyahu? Jamais de la vie il ne faut faire une alliance avec les ultra-orthodoxes. Les ultra-orthodoxes, il faut les envoyer dans l'opposition 5-10 ans pour qu'ils comprennent la réalité des choses. Parti travailliste. Non, le Parti travailliste, j'espère qu'ils auront l'intelligence de ne pas faire ce genre d'erreur, parce que s'ils font ce genre d'erreur, ils ne sont pas prêts de revenir au gouvernement. Vous redouterez une telle alliance ultra-orthodoxe travailliste, Michel Ben-Ami? On est contre ça pourrait personne. Mettre en péril on aurait voulu, personnellement, j'aurais voulu voir le Parti travailliste dans ce gouvernement et aussi les partis orthodoxes dans ce gouvernement. D'ailleurs, donc il n'y a plus de démocratie, quoi. Les partis orthodoxes dans le gouvernement, les partis travaillistes dans le gouvernement, le parti d'Yair Lapid dans le gouvernement, 120, à part les Arabes, 108 députés sur 120 à la Knesset. Quand on a 108 députés à la Knesset, il n'y a pas de démocratie. Non. Au contraire. Non. En tout cas, en démocratie, la base de la démocratie, ce qu'on utilise en sciences politiques, parce que j'ai quand même fait sciences pour quelques années, c'était checks and balances. Il faut qu'il y ait quand même des balances au sein de la démocratie, qu'il y ait une forte opposition, une forte majorité et un système qui fonctionne bien. Et un système qu'on va être en train de réformer avec cette fameuse loi sur le seuil de l'éligibilité. On rappelle que le système politique israélien, il repose sur une représentation à la proportionnelle et cette loi vise à réduire le nombre de partis. Vous êtes d'accord avec... Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que 3,25, c'est pas assez, on aurait pu aller à 5. Mais je vais vous dire, pas seulement pour limiter le nombre de partis. C'est aussi pour limiter le nombre de partis qui se présentent aux élections et dont les voix sont jetées à la poubelle. Parce que je suis rentré avant... Ça ne va pas limiter la vivacité de la démocratie israélienne? On est vif de nature. Le problème n'est pas la vivacité. Le problème est le fonctionnement de la démocratie israélienne. La démocratie israélienne ne fonctionne pas bien. Lorsque vous avez 270 000 voix qui ont été jetées à la poubelle, 32 partis se sont présentés, 10 listes seulement ont passé le seuil d'éligibilité et 270 000 voix, j'ai regardé ce soir sur le site de la Knesset, donc ça fait 7% des électeurs ont voté pour les partis. Lorsque vous avez 59-61 aux élections, c'est ça le résultat, le bloc gauche-droite c'est 59-61 et que 7% des électeurs ont jeté leur voix à la poubelle, le seuil d'éligibilité ne doit pas être de 3,25, il doit être de 5%. Mais ce sont les partis arabes qui vont payer le prix de cette loi. Eh bien ça, non plus je n'y crois pas, je crois que la droite va être étonnée et vous pouvez noter ce que je dis aujourd'hui, on se reparlera dans 3 ans, les partis arabes, il y aura du changement, la population arabe va comprendre que pour être représentée, il va falloir changer aussi à l'intérieur des partis arabes et vous allez être étonnés, ils vont pas recevoir 11, ils vont en recevoir 15, ils vont en recevoir 18. Vous partagez ce pronostic, Michel Ben-Ami? Bien sûr que non, mais d'abord j'essaye de Pourquoi ils sont 20% de la population, ils ont un potentiel de 24 députés. Vous savez, je ne décide pas pour eux qui voter, pour qui voter et quand voter. Mais par contre, si je vois qu'on est d'accord tous les deux, qu'on préfère ne pas jeter à la poubelle 270 000 voix d'Israéliens et qu'on peut avoir un gouvernement d'union nationale, et tout ce qui vous dérange, c'est que s'il y a un gouvernement d'union nationale, donc il n'y a pas de démocratie. Attendez, un gouvernement d'union nationale, M. Ben-Ami, un gouvernement d'union nationale, ça a fonctionné dans 3 cas. Dans 2 cas, ça fonctionne en période de guerre, nous ne sommes pas en période de guerre. Ça fonctionne en période de... Peut-être, on dit pour le moment, nous ne le sommes pas. Sinon,
si nous serions amenés à être en période de guerre, la situation changerait. Je parle actuellement. Nous ne sommes ni en période de grande crise économique, style inflation des années 84, et nous ne sommes pas non plus en période de guerre. Je suis pour un gouvernement national qui est en fait un gouvernement national, c'est l'annulation de la démocratie pour une période donnée. Parce que lorsque vous avez 100 députés sur 120, il n'y a plus de système démocratique. Regardez juste le résultat. Vous aurez été aujourd'hui à la Knesset pour voter la loi de l'éligibilité, ben, on aurait pu faire de sorte que peut-être les partis en Israël auraient eu un seuil beaucoup plus haut. Pas seulement 3,5% ou 3,5%, mais plus haut. Écoutez, c'était un compromis. C'était un compromis à la base. C'était un compromis même au sein de la coalition entre Tzipi Livni, Bennett. On peut faire mieux, mais bon, là aussi, du point de vue de votre coalition, Tzipi Livni demandait 3. Hier, les Pen demandaient 6. On a coupé la poire en deux à 3,25. OK, c'est pas très grave. De toute façon, c'est une bonne mesure en soi. Okay. La mesure qui est... Alors, sur les trois lois qui sont passées, quelle est la mauvaise? La mauvaise, c'est celle du vote de défiance. Messieurs, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup d'y avoir participé. Pour l'avant à la vivacité de la démocratie israélienne sur ce plateau. Avec un seuil d'éligibilité de 2%. Vous voyez, nous sommes très... Alors, qu'est-ce que ça va être après la loi? Alors, à suivre en tout cas dans le grand direct un invité. Il s'agit de Yair Lapid, le ministre israélien de la Défense. Il a été de l'économie, pardon. Il a été interviewé par Jean Charbonneau il y a quelques jours. C'est à suivre dans le grand direct. Restez avec nous. Information continue.